Donc on va vous présenter ce matin l'étude sur les résidences secondaires, donc à deux voix féminines, Aline et Arezou. Je les remercie par avance. Pour Arezou, c'est une première, donc il faudra l'encourager. Pourquoi une étude sur les résidences secondaires ? C'est un sujet qui est assez peu étudié, alors qu'il constitue en Vendée un fait majeur, mais pas qu'en Vendée, j'allais dire plus généralement sur le territoire national dès qu'on parle de littoral. Même si la spécificité de la Vendée fait que le tourisme n'est pas que sur le littoral, et notamment avec l'attractivité du Puy du Fou. C'est un sujet qui est effectivement d'actualité, où certaines collectivités ont pris des mesures récemment. Donc longtemps, il a été considéré comme un atout économique. Le développement des résidences secondaires liées au tourisme balnéaire se trouve décrié ces dernières années. Les résidences secondaires sont en effet considérées soit par leur dimension positive, facteur d'attractivité pour la Vendée, manne économique, ressources fiscales, soutien au secteur de la construction, vecteur d'un tourisme désaisonnalisé, soit par leur dimension négative, avec la problématique des volets clos ou des lits froids, la désertification de quartiers entiers hors saison, la consommation du foncier et bien évidemment les tensions sur le marché du logement et sur le marché de l'immobilier. Par ailleurs, la notion de résidence secondaire devient également plus floue avec la multiplication des courts séjours et le fractionnement des vacances qui ne se réduisent plus qu'aux seuls mois d'été. La mise en location saisonnière pour des courtes durées de ces résidences secondaires sur des plateformes conduit en outre à créer une concurrence avec l'offre marchande traditionnelle d'hébergement touristique, mais aussi une tension sur l'offre de logement à l'année. Et je pense que ce n'est pas mes collègues du littoral qui me contrediront. Ces réflexions ont conduit le comité technique de l'Observatoire départemental de l'habitat à se rapprocher de Vendée Expansion, qui dispose d'une expertise sur le tourisme. L'étude qui va vous être présentée par Aline Traché et Arezou Fazeli propose un portrait qui permet de mieux connaître les caractéristiques des résidences secondaires et de leurs propriétaires. Pour ce faire, l'ADIL a bénéficié d'une habilitation de l'INSEE et de la DGFiP via le comité du secret statistique pour l'exploitation de la source de données Fideli, couverte par le secret statistique et fiscal. Elle a été rendue possible par la contribution financière du département et s'inscrit dans le cadre de l'Observatoire départemental de l'habitat, copiloté par le département de la Vendée et l'État. Voilà. Eh bien, écoutez, après cette introduction, mesdames, je vous laisse la parole et pour cette étude sur les résidences secondaires. Merci à vous. Bonjour, je vais vous présenter rapidement la source de données principale qui a été utilisée pour cette étude, l'équipe et la chronologie du projet. Donc, pour cette étude, nous avons fait le choix de travailler sur les données Fideli, fichier démographie sur les logements et les individus, parce que c'est la seule source de données qui permet de connaître en détail les caractéristiques des résidences, des logements et l'individu. Ce sont des données à l'origine fiscale. C'est un rassemblage des données administratives comme fichiers d'imposition, propriété bâtie ou des fichiers de taxes d'habitation. Et donc, pour avoir accédé à ces données, il faut obtenir une habilitation auprès du comité de secret statistique et producteur des données, à savoir INSEE et DGFiP. Et l'origine fiscale des données implique des secrets statistiques forts. Pour respecter la confidentialité des données, il faut l'utilisateur de respecter des règles. Pour les communes de 5000 habitants ou plus, on peut communiquer, la maille géographique la plus fine sur laquelle on peut communiquer, c'est la commune où elle est risque. Mais pour les communes de moins de 5000 habitants, un regroupement des communes est nécessaire. On peut communiquer à l'échelle de l'EPCI. Aussi, pour tout tableau produit, chaque case doit comporter minimum 12 individus. Et donc, tous les exports qu'on faisait ont été contrôlés par SASD. Les résultats de cette étude est différent de ceux d'INSEE parce que la notion de résidence secondaire est différente pour l'INSEE et Fideli. Pour Fideli, il s'agit de locaux meublés affectés à l'habitation, loués
pour les nos occupants permanents est soumise à la taxe d'habitation. Alors que pour INSEE, ce sont des logements meublés mis en location pour des séjours touristiques, mais qui sont comptabilisés en plus. Je vais vous présenter ensuite l'équipe de projet, qui était composée de 3 chargés d'études statistiques, Elsa Marché, Aline Trachet et moi-même. Et ensuite, en ce qui concerne la chronologie du projet, nous avons validé le thème de l'étude par la comité de technique d'observatoire départemental de l'habitat, composé du département de la Vendée et des DTM associés et Vendée Expansion pour son expertise sur tourisme. Et en fin décembre 2020, nous avons obtenu l'accord du comité secret statistique pour avoir accès aux données et l'INSEE et DDG FIP pour accès aux données. Et finalement, en avril 2021, nous avons obtenu les données via SASD. Ils nous ont fourni un SD-Box via laquelle on a eu accès aux données au moyen d'une carte d'accès personnelle et notre empreinte digitale. Et finalement, en mai 2021, il y avait un renfort de l'équipe observatoire qui a commencé par un stage et poursuivi par l'alternance. En janvier 2022, au début d'année, nous avons fait une première publication des chiffres clés qui a été faite en partenariat avec Vendée Expansion. Cette étude a été faite avec les données Fideli 2019, mais ensuite nous avons reçu les données 2020, oui. Et nous avons trouvé plus intéressant de travailler avec les données le plus récentes, donc l'étude départementale d'aujourd'hui qui sera présentée, et a été fait avec les données 2020. Et nous avons prévu une mise à jour des chiffres clés pour 2021. J'avais oublié de dire, mais le secret statistique les secrets statistiques fait qu'on ne peut pas communiquer des informations sur ILDE parce qu'en 1er janvier 2020, ils étaient à 4829 habitants, donc moins de 5000 habitants. Donc voilà, je vais laisser Aline vous présenter l'étude. Merci. Donc, je tenais à remercier Arezou. Donc, en fait, le renfort de l'équipe a été aussi nécessaire pour le traitement de ces données, parce que les données Fideli, c'est une base de données au niveau national avec des outils spécifiques pour traiter ces données. Donc, c'est Arezou, en fait, qui a fait l'ensemble des traitements de données. Et ensuite, du coup, on a fait l'analyse ensemble. Voilà, parce qu'il fallait des compétences en statistiques particulières. Alors, l'étude va se dérouler en 3 parties. Tout d'abord, je vais vous présenter les résidences secondaires, à savoir les logements, leur localisation, les caractéristiques, la dynamique. Ensuite, je vais vous faire une description de leurs propriétaires, l'origine géographique, d'où ils viennent, quel type de ménage, l'âge, le revenu. Et ensuite, il y a une dernière partie en fait, sur le poids de ces résidences secondaires sur l'ensemble des marchés immobiliers, avec également un focus sur la partie de la location de courte durée. Donc n'hésitez pas, vu qu'on a quand même 3 parties assez distinctes, si vous avez des questions, peut-être à voir au fur et à mesure s'il y a besoin d'éclaircir les choses. Tout d'abord, quelques éléments de contexte. Donc, comme vous l'a dit Arezou, donc on est sur des données Fideli au 1er janvier 2020. Donc, en France métropolitaine, on comptabilise plus de 3 millions de résidences secondaires, ce qui représente 9% du parc de logements. À savoir, il y a 9 résidences secondaires pour 100 logements existants en France métropolitaine. Donc vous avez le graphique de gauche qui représente en fait le top 10 en termes de volume de résidences secondaires à l'échelle des départements, avec le premier département, donc les Alpes-Maritimes, avec près de 162 000 résidences secondaires, suivi par le Var. Et donc nous, en Vendée, on est le 7e département en termes de nombre de résidences secondaires, avec près de 95 000 résidences secondaires sur notre territoire. Ensuite, on a aussi la part de ces résidences secondaires sur l'ensemble du parc de logement. Donc, je vous l'ai dit, en France métropolitaine, c'est 9%. Et donc, vous voyez sur le graphique de gauche ou même la carte à droite, vous avez l'aplat ou le petit pourcentage sur le graphique qui représente cette représentativité des résidences secondaires sur l'ensemble du parc de logement. À savoir en Vendée, donc c'est près de 95 000 résidences secondaires, soit 21% de notre parc de logement.
Donc on a, en termes d'impact sur le parc de logement, un impact aussi fort qu'aux Alpes-Maritimes ou dans le Var, où on est aussi à 20 et 21%, même si on a un volume un peu plus faible. Et on le voit sur tout l'arc atlantique ouest, l'impact sur le parc de logement est le plus fort aussi en Vendée par rapport aux autres départements, que sont par exemple la Charente-Maritime ou encore le Morbihan, qui sont également des territoires touristiques. Et en termes de volume également, en Vendée, on a plus de résidences secondaires que ces deux départements-là. Si on zoome à l'échelle des EPCI, donc comme vous l'a dit Arezou, ici je ne pourrais pas vous communiquer de chiffres tant qu'on est sur la donnée Fidelis sur la commune de l'Île-Dieu. On a fait des regroupements d'EPCI, tout simplement, et ensuite on peut faire des focus sur les communes littorales. Mais voilà, on a un secret statistique qui est assez fort. Donc à l'échelle des EPCI, donc c'est sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en termes de volume, où on a le plus grand nombre de résidences secondaires, avec près de 22 000 logements, et un taux d'équipement, donc un taux de résidence secondaire de 43%, donc en bleu foncé, donc qui est très fort. C'est suivi en termes de volume par l'agglomération des Sables-d'Olonne, avec un peu plus de 14 000 résidences secondaires, mais un taux de résidence secondaire qui est plus faible, on est à un peu plus de 30%. Donc vous voyez, on est à un impact sur le parc de logement qui est un peu moins important que sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ou encore Océan-Marais-de-Mont, ou généralement sur les îles. Sur l'île de Noirmoutier, c'est 61% du parc de logement qui sont des résidences secondaires, et également plus de la moitié, donc sur l'Île-Dieu, on est à 56%. On est quand même sur des choses vraiment impactantes sur les îles, et également sur les littorales. Donc si on zoome sur ce littoral, donc, on peut faire un focus sur les communes littorales de ces EPCI en les regroupant. Donc c'est 82% des résidences secondaires qui sont situées sur une commune littorale en Vendée. Sur ces communes littorales-là, c'est un logement sur deux qui est une résidence secondaire. Donc on a vraiment un impact fort. Donc sur cette géographie-là, on réapplique ensuite le volume des résidences secondaires et également la part sur l'ensemble du parc de logements. Et donc, vous le voyez, également, en termes de volume, on est toujours sur les communes littorales du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc, on est à près de 20 000 résidences secondaires. C'est plus de 90% des résidences secondaires de l'EPCI. Donc, voilà, on voit vraiment l'effet littoral sur cette partie-là. Donc, la commune des Sables-d'Olonne, nouvelle commune, donc c'est 14 000 résidences secondaires. Et également sur Océan-Marais-de-Mont, un peu plus de 12 000 résidences secondaires sur les communes littorales de Océan-Marais-de-Mont. Si on regarde la dynamique de ces résidences secondaires à partir des données INSEE, donc du recensement de la population sur une longue période, donc sur près de 50 ans des recensements de 1968 à aujourd'hui, donc en référence statistique au 1er janvier 2022, on voit les différentes évolutions annuelles entre le parc des résidences principales en orange, résidences secondaires, donc là, et logements occasionnels pour l'INSEE en bleu, et la partie logements vacants. Et donc, sur toute la partie 1968 à 1990, on a vraiment une augmentation annuelle des résidences secondaires qui est vraiment très forte. On a augmenté en moyenne de 2,6 fois plus que sur les résidences principales. Ce qui fait que cette dynamique-là a un impact également sur les résidences secondaires d'aujourd'hui, notamment en termes d'époque de construction. Aujourd'hui, au 1er janvier 2020, d'après les données Fidelis, on a un peu plus d'un tiers des résidences secondaires qui datent de la période 71-90. Donc une forte période de production de logements en résidence secondaire, et notamment pour les appartements, où c'est un appartement sur deux aujourd'hui en résidence secondaire qui a été construit sur cette période-là. Elle a un impact sur nos territoires, notamment en termes d'architecture, de visuel, notamment donc là l'exemple sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez ou de Saint-Jean-de-Mont, mais aussi un impact sur l'histoire, entre guillemets, avec également ces trois départs, partie du Tour de France qui était non pas sur les communes, mais sur du Merlin-Plage. Du coup, en effet, on a cette période-là qui a vraiment un impact fort sur nos communes littorales. Saint-Jean-de-Mont, pour la petite histoire, donc, le maire de Saint-Jean-de-Mont de l'époque n'avait absolument pas la main sur la dénomination de sa commune qui était passée de Saint-Jean-de-Mont à Merlin-Plage, parce que le promoteur avait indemnisé fortement la compagnie de Tour de France pour faire passer un message. Vous arrivez à Merlin-Plage. Il faut faire la promotion de ces logements.
Après, si on revient sur le graphique, depuis 1999, on a un ralentissement de cette dynamique d'augmentation des résidences secondaires. On le voit, on était à 1,2% en moyenne par an de 1999 à 2008. Après, on a même été une diminution du nombre de résidences secondaires sur la période 2008-2013. Et aujourd'hui, sur la dernière période du recensement, du coup, on est à un peu moins d'1% en augmentation annuelle moyenne, alors que sur les résidences principales, on a une augmentation plus forte. C'est pourquoi, également, en termes d'époque de construction, les résidences secondaires, c'est que 9% de ces logements qui ont été construits après 2005, contre 22% des résidences principales. On va le voir aussi, du coup, ces époques de construction impactent énormément en fait, les caractéristiques de ces résidences secondaires-là, notamment en termes de taille, de surface et de caractéristiques. On le voit sur les caractéristiques donc, de ces résidences secondaires-là. On a, à l'échelle nationale, en fait, 44% des résidences secondaires qui sont des appartements. À l'échelle de la Vendée, donc on est nettement moindre, avec seulement 28%, mais on se rapproche en fait des départements de même nature touristique, donc le Morbihan et le 17, la Charente-Maritime, où pour eux, le Morbihan, on est à 25% d'appartements, la Charente-Maritime à 21%, donc on a quand même une part de maisons dans les résidences secondaires qui est plus forte. Vous avez à titre de comparaison également, je ne vais pas tout détailler, mais les mêmes caractéristiques d'information pour les résidences principales. On a du coup des résidences secondaires qui sont plus petites, les T1 et T2, donc les logements de une studio et avec une chambre, représentent 22% des appartements, 22% des maisons, pardon, et près de 70% des appartements. Donc on avait vraiment des petites surfaces, et c'est ce que vous pouvez voir sur la carte juste à droite, où on a un graphique qui représente le nombre de résidences secondaires selon la typologie, appartement ou maison, et également la part des résidences secondaires de moins de 60 mètres carrés sur l'ensemble des résidences secondaires de ce même territoire. Donc on le voit à l'échelle des EPCI, la part des appartements est très forte sur les Sables-d'Olonne agglomération, Océan-Marénon et le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et donc, par conséquent, on a également une part de ces résidences secondaires-là, de petites résidences secondaires, qui est forte. On est à plus de 45% sur ces 3 territoires-là. À l'inverse, on a aussi des grandes résidences secondaires, notamment sur l'île de Noirmoutier, où on a, on a à peu près 26% des résidences secondaires qui font 80 mètres carrés et plus, et également sur la partie sud et est de la Vendée et la partie bocage, où on est vraiment plus sur du coup, de l'individuel et des plus grandes résidences secondaires-là. L'époque de construction a un impact fort. Comme je vous l'ai dit, on a un tiers des résidences secondaires qui ont été construites sur cette partie-là. Et parmi ces un tiers-là, en fait, on a 57% qui font moins de 60 mètres carrés. Donc on est vraiment sur cette production typique de petits appartements vraiment faits pour accueillir sur une courte durée les résidences secondaires, avec aussi des qualités en termes de bâti et autres qui ne sont pas forcément... pour les résidents, enfin les touristes actuels, ou pour une mutation, un changement d'occupation à venir, des caractéristiques recherchées par les locaux. Et on va le voir sur la partie notamment impact sur le marché immobilier, comme quoi ces époques de construction peuvent être également un frein à la résidentialisation des résidents principaux sur ces logements-là, qui vont revenir sur le marché. Si on s'attarde ensuite sur les propriétaires de ces résidences secondaires-là, on va pouvoir travailler sur notamment leur origine géographique, à savoir où est-ce qu'ils habitent à l'année. En Vendée, donc, on a 22% des résidences secondaires qui sont détenues par des Vendéens. Ça peut vous sembler un chiffre vraiment très important, mais c'est à relativiser par rapport à la comparaison France métropolitaine, où c'est un tiers aussi des résidences secondaires qui sont détenues par une personne qui habite dans le même département. Donc voilà, moi, de prime abord, en fait, ce chiffre m'avait semblé vraiment important, mais à relativiser, en effet, par rapport aux données nationales. Ensuite, on a un marché de résidences secondaires qui est vraiment de proximité, parce que, donc, tout d'abord, en premier lieu, les Vendéens. Ensuite, on a les habitants de Loire-Atlantique, qui représentent 10% des propriétaires de résidences secondaires en Vendée. Ensuite viennent le Maine-et-Loire avec 7%, les Deux-Sèvres et l'Indre-et-Loire, qui représentent 3% pour chaque département. Les Franciliens aussi, du coup, représentent une part importante de ces détenteurs de résidences secondaires pour l'ensemble de l'Île-de-France. Donc, ça représente 22% des détenteurs en Vendée.
un peu plus fort qu'à l'échelle nationale, où il représente 19% des détenteurs de résidences secondaires pour les départements sur lesquels il n'habite pas, donc hors Île-de-France. Si on zoome en fait sur les propriétaires résidant fiscalement à l'étranger, nous on a ils représentent une part très faible en fait des propriétaires de résidences secondaires. Ils représentent que 3%. Les nationalités, donc les pays les plus représentés sont le Royaume-Uni, la Belgique et l'Allemagne. À l'échelle de la France métropolitaine, du coup, ces résidents étrangers représentent 10% des résidences secondaires, qui sont une part beaucoup plus forte, avec également le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse et l'Italie, qui sont fortement représentés en termes de nationalité. On a le premier des Belges au milieu. Et donc, vous le voyez sur la carte. Donc, on a le nombre de résidences secondaires propriétaires, donc résidents fiscalement à l'étranger, et le volume qu'ils représentent. Donc, en Vendée, ils sont un peu plus de 3300, donc avec représentant 3%. Donc, on est plutôt dans les teintes vert clair. Mais en termes de volume, on est quand même plus fort en termes de volume que vous pouvez le voir à côté. Donc, les Deux-Sèvres, également le Maine-et-Loire, on est sur des couleurs un peu plus foncées, mais on est sur des volumes bien plus faibles déjà de résidences secondaires. Et donc, forcément, un nombre en volume plus faible également de ces propriétaires étrangers. Si on détaille les origines géographiques à l'échelle des EPCI, donc là, j'ai souhaité représenter les principaux lieux que je vous ai présentés juste avant. Donc la Vendée, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, l'Île-de-France, les personnes résidant fiscalement à l'étranger, et après, voilà, tous les autres départements de France. Du coup, voilà, on ne va pas détailler chaque EPCI, mais quelques petites choses à noter. Donc les Vendéens sont proportionnellement, je dis bien proportionnellement, plus présents sur le bocage et le pays lyonnais. Donc vous voyez en orange, notamment, donc on est à plus de la moitié sur, par exemple, le pays de Saint-Fulgent-les-Essarts, c'est 63% pardon, des résidents secondaires qui habitent également en Vendée. Et on est à près de la moitié pour Terre de Montaigu, le pays de Chantonnay, également le pays des Herbiers et le pays de Mortagne. Donc on a vraiment, même sur un faible volume, une part de Vendéens qui est très forte. Ensuite, donc, pour les habitants de Loire-Atlantique, ils sont également plus présents sur Terre de Montaigu, avec la proximité géographique, l'île de Noirmoutier, vous le voyez donc ici en bleu foncé, et également sur Océan Marie-de-Mont, donc avec cette proximité géographique aussi pour les personnes notamment de la métropole nantaise pour venir sur leur seconde résidence. Ensuite, nous avons les habitants du Maine-et-Loire qui sont plutôt présents sur le pays de Mortagne, le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Océan Marie-de-Mont, et les habitants des Deux-Sèvres, du coup, qui sont plutôt vers le sud, sur notamment Vendée-Sèvres-Otise et le sud Vendée littoral. Les Franciliens, eux, sont présents à peu près partout, mais ils sont quand même plus représentés, notamment sur les îles et le littoral. Pour la partie donc, des résidents étrangers, donc, on peut le voir ici en noir, on a une part vraiment qui est très forte sur le pays de la Châtaigneraie. Du coup, il représente, que je ne vous dise pas de bêtises, il représente 43... il représente plus d'un tiers en fait, des propriétaires de résidences secondaires sur le pays de la Châtaigneraie. Et également, ils sont très présents également sur le pays de Fontenay-Vendée. En aparté, ensuite, on a souhaité regarder aussi les résidences secondaires des Vendéens. Où est-ce que, du coup, les ménages vendéens, pour ceux qui en ont leur résidence secondaire. Donc 9% des ménages vendéens possèdent une résidence secondaire, c'est à peu près 28 500 ménages, c'est 10% à l'échelle métropolitaine, donc, à titre de comparaison. Donc pour 72% d'entre eux, cette résidence secondaire se situe en Vendée, comme par rapport aux chiffres que j'ai pu vous présenter avant, 4% dans les Hautes-Pyrénées et 4% en Loire-Atlantique. Donc dans les Hautes-Pyrénées, on est plutôt sur du coup, une résidence secondaire
au niveau des stations de ski, notamment Salery-Soulan, Cauterets, enfin voilà. Du coup, en effet, on le voit, tout l'arc atlantique, généralement, la part de résidences secondaires sur ce territoire-là est très forte pour notamment aussi les Bordelais, etc. Et ensuite, on a également une part de résidences secondaires un peu plus forte en Loire-Atlantique, donc 4%. Et ce n'est pas un appartement ou une maison en bord de mer, c'est vraiment sur la Nantes Métropole. Donc on est plutôt sur des appartements, sur des résidences secondaires type appartement, que ce soit sur les stations de ski ou à Nantes Métropole. On peut supposer que sur Nantes Métropole, ça peut être un investissement aussi, pour pouvoir loger son enfant étudiant, etc. Excusez-moi, est-ce que dans la dénomination résidence secondaire, vous intégrez des mobiliers, par exemple? Non, là c'est vraiment appartement ou maison. Donc c'est vraiment des logements qui existent et qui sont taxés fiscalement en tant que résidence secondaire. Si on poursuit sur le portrait de ces propriétaires de résidences secondaires en Vendée, on a une prédominance des couples sans enfants. Ils représentent un propriétaire sur deux à l'échelle de notre département. Ensuite viennent les personnes seules, donc 25%. Ensuite, les couples avec enfants et de façon plus marginale, les familles monoparentales. On est aussi sur des ménages plutôt âgés. Donc là, le graphique de droite représente en fait pour chaque tranche d'âge également sa composition familiale. Donc on est à 55% des propriétaires de résidences secondaires qui ont entre 60 et 79 ans inclus. Donc là, on a une majorité de couples sans enfants, donc de jeunes retraités, donc sans enfants à charge fiscalement. Et ensuite, avec aussi des personnes seules. Et après, on a également des personnes de 80 ans et plus, qui représentent 21% en fait, de ces propriétaires de résidences secondaires-là, avec pour moitié à peu près des personnes seules et également des couples sans enfants. Sur la partie plus jeune, bien évidemment, on va avoir plus de couples avec enfants sur la partie de 40 à 60 ans. Mais donc, cette part de personnes, de propriétaires âgés, nous a posé la question également du devenir de ces logements dans les années à venir. Donc on s'est focalisé en fait sur les propriétaires de 70 ans et plus. Ils représentent près d'un propriétaire sur deux de résidences secondaires en Vendée. Et vous avez le comparatif à l'échelle nationale à gauche. En France métropolitaine, donc c'est un peu plus faible, c'est 42% de ces résidences secondaires qui sont détenues par des personnes de 70 ans et plus. Et donc vous le voyez sur l'arc atlantique, que ce soit en Vendée, également en Loire-Atlantique et Charente-Maritime, on est sur des couleurs vert foncé, donc une part importante de propriétaires âgés sur lequel on va se poser la question de la succession et notamment ce que la présidente disait en introduction, la question de l'occupation de ces logements, des volets clos, des lits froids pendant le temps de la succession et donc la question de la fréquentation aussi touristique durant ces périodes-là, mais aussi si le logement retourne sur le marché, comment il va alimenter en fait le marché de vente dans l'ancien sur les territoires. Donc on le voit, donc, on a près d'un logement sur deux en fait, qui est détenu par une personne de 70 ans et plus. Ça représente un peu plus de 45 000 logements sur l'échelle de notre territoire. Si on zoome à l'échelle des EPCI, bien évidemment, c'est là où il y a le plus de résidences secondaires, où là, l'impact va être le plus fort, donc sur le littoral, et notamment en termes de volume sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Sables-d'Olonne agglomération, Océan-Marais-de-Mont et l'île de Noirmoutier. On a du coup les volumes en orange et la part de ces propriétaires de 70 ans et plus sur l'ensemble des résidences secondaires, où également on est à plus de la moitié, donc 48% et plus, donc plus qu'à l'échelle départementale, sur les 4 territoires que je viens de vous citer. Vendée, Grand Littoral est un peu moins impacté par ce phénomène-là. Et à titre de comparaison, on a souhaité focaliser également sur ces communes littorales et comparer en fait le volume et la part de résidences secondaires détenues par une personne de 70 ans et plus sur l'ensemble par rapport aux résidences principales. Donc résidence principale, je parle bien du propriétaire et pas de l'occupant, donc notamment pour la partie locative. Donc sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est 50% des propriétaires de résidences secondaires qui sont âgés. Et en termes de volume, c'est environ 1000 logements en plus que sur la partie résidence principale, où seulement 38% appartiennent à des personnes de 70 ans et plus. Sur les Sables-d'Olonne agglomération, on le voit, c'est également 50%.
Mais en termes de volume, c'est bien moindre que sur la partie résidence principale. On a à peu près 4200 résidences principales en plus détenues par des personnes de 70 ans et plus par rapport aux résidences secondaires. Également sur Océan, Marée Monde, vous voyez, on a des volumes plus importants également par rapport aux résidences principales. Alors que sur Vendée Grand Littoral, vous voyez, on est sur des volumes moindres et également moindres que sur les résidences principales. Donc vraiment sur ces territoires-là, il va falloir on va le voir par la suite, mais se poser la question aussi du retour de ces logements sur le marché. Avant de passer à la partie revenus et niveau de vie, je vais vous embêter avec un point méthodologique, mais qui est vraiment important pour comprendre et bien comprendre la suite. Comme d'habitude, du coup, dans les différentes présentations qu'on a pu vous faire, on travaille maintenant en médiane et avec ce type de représentation, donc de boîte à moustaches, qui nous permet en fait d'analyser la dispersion des revenus qu'on va voir et des niveaux de vie qu'on va voir juste après, et qui permet de voir la distribution d'une valeur. On a une médiane, en effet, ça nous donne une valeur qui coupe par moitié en fait l'échantillon d'analyse. Donc on a 50% par exemple, des ménages qui vont avoir un niveau de vie supérieur à telle valeur, 50% en dessous. On voit ensuite les premiers et troisièmes quartiles, et ensuite pas les extrêmes, mais les plus hauts, les 9e et premiers déciles. On va appliquer en fait cette notion-là ensuite à la notion de niveau de vie. Alors qu'est-ce qu'un niveau de vie ? C'est tout simplement le revenu disponible du ménage, donc net d'impôts, à savoir l'ensemble des ressources dont dispose un ménage pour consommer, sur le nombre d'unités de consommation, à savoir le nombre de personnes qui composent ce ménage. Pourquoi cette notion de niveau de vie ? C'est parce que qu'on soit une personne ou un couple avec ou sans enfant, on n'a pas besoin de multiplier par 2, par exemple, pour avoir un niveau de vie égal entre une personne vivant seule et un couple. Parce qu'on a un différent partage des biens de consommation. Voilà, on n'a pas besoin de multiplier le revenu par le nombre de personnes. Et donc, pour comparer en fait des compositions familiales différentes, et on l'a vu notamment entre les résidences principales et secondaires, on travaille par unité de consommation. Donc après, les chiffres que je vais vous donner vont peut-être vous paraître faibles, mais il faut bien comprendre qu'on est vraiment sur une unité de consommation, donc une personne. Vous avez en dessous, du coup, le descriptif, savoir comment sont calculées ces unités de consommation-là. Et donc, ce travail-là, on l'a appliqué sur le niveau de ressources pour la définition d'un ménage aisé, à savoir sur l'ensemble de la France métropolitaine, enfin l'ensemble de la France, là, on a pris les 10% les plus aisés à l'échelle, du coup, le 9e décile, à l'échelle de l'ensemble des ménages de France, ce qui nous donne un niveau de vie de près de 40 000 euros. Et on va comparer du coup ces 10% les plus riches par rapport à la part des détenteurs de résidences secondaires, savoir combien ils représentent. Mais vous allez voir sur le graphique, on va comprendre plus facilement si je vous ai perdu. Donc tout d'abord, les niveaux de vie. Donc toujours par unité de consommation, on compare à l'échelle de la Vendée les résidences secondaires et donc les résidents principaux. On retrouve nos ménages aisés avec la petite barre rouge en pointillé avec près de 39 000 euros de revenus. Et donc une médiane pour les résidents principaux avec un niveau de vie de un peu plus de 30 000 euros et un peu plus de 21 000 euros pour les résidents principaux. Donc à l'échelle des propriétaires de résidences secondaires, 28% des ménages sont des ménages aisés. Donc ils font partie des 10% les plus riches de France. À l'échelle des résidents principaux de Vendée, donc cette part est de 6%. Juste, oui, j'ai oublié de vous préciser, donc c'est hors résidents fiscalement à l'étranger, parce qu'on n'a pas leurs informations. Et donc, on a du coup, en effet, une différence déjà de niveau de vie médian qui est forte entre les résidents secondaires et les résidents principaux, un peu plus de 9 000 euros de différence. Ces différences sont également beaucoup plus fortes, notamment sur la partie littorale. Sur l'île de Noirmoutier, on est à un peu plus de 13 000 euros de différence entre les résidents principaux et les résidents secondaires. Sur les Sables-d'Olonne agglomération, on a un peu plus de 10 000 euros de différence. Donc des niveaux de vie qui sont vraiment
accentuée entre les résidences secondaires et principaux, avec aussi des modes de consommation et un pouvoir d'achat différent sur ces territoires-là. Ensuite, la carte à droite, à l'échelle des EPCI, vous représente le nombre de résidences secondaires, détenues par un ménage aisé, et également la part sur l'ensemble des résidences secondaires. Donc vous voyez, sur l'île de Noirmoutier, on est sur une part qui est très forte. On est à 34%, donc plus d'un tiers des résidences secondaires font partie des 10% les plus riches de France. Ensuite, on a également sur les Sables d'Olonne agglomération une part qui est très forte. Mais on le voit en termes de volume. Vous le voyez par exemple sur Vendée-Sèvres-Otise, on a une part également qui est en bleu foncé, donc comparable à celle des Sables d'Olonne agglomération, avec une part importante de ménages aisés sur ce territoire-là. Mais étant donné qu'on a peu de résidences secondaires, on est vraiment sur des volumes très faibles. Du coup, il était important de mettre en avant les volumes et la part sur ces territoires-là. Sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Océan-Marais-de-Mont, on est également sur une part qui est un peu plus faible de résidences secondaires aisées. C'est aussi du fait de la typologie des logements. On a plus de collectifs également. Et en effet, la part de ménages aisés propriétaires d'un appartement est de 23%, contre 30% pour ceux propriétaires d'une maison. Donc forcément, avec le coût de l'achat par rapport aux revenus, on a forcément plus de ménages aisés parmi les détenteurs de résidences secondaires de type maison que ceux de type appartement. On a aussi un impact géographique qui est important par rapport au niveau de vie. Donc je vous l'ai dit, en Vendée, 28% des résidences secondaires sont détenues par un ménage aisé. C'est 42% pour les franciliens qui sont propriétaires d'une résidence secondaire et 57% pour les Parisiens. À l'inverse, par contre, pour les Vendéens qui ont une résidence secondaire en Vendée, seuls 20% d'entre eux font partie des ménages aisés. Idem pour les Deux-Sèvres et l'Indre-et-Loire, on est à 21% pour ces deux territoires-là. Un peu plus élevé pour le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. Également, la Loire-Atlantique, on est à 27%. Aussi l'impact de Nantes Métropole sur ces différents types de ménages avec des revenus plus aisés. Également, les tranches d'âge sont importantes. Pour les 40-60 ans, on est à un tiers de personnes qui sont des revenus aisés. Par contre, passer du coup également la retraite, avec une baisse des revenus, on a une part de ménages aisés qui est un peu plus faible, mais qui reste tout de même conséquente. Cette partie sur les niveaux de vie, on va la retrouver ensuite quand on va analyser l'impact, le poids des résidences secondaires sur les marchés immobiliers et notamment l'accession à la propriété entre les résidents principaux et secondaires. Mais on va aussi utiliser sur cette partie-là d'autres sources de données. Au-delà de Fideli, on va travailler sur la construction neuve, sur les ventes de logements. Donc on va faire un mélange de différentes données et les croiser également ensemble parce que voilà, les niveaux de vie et les ressources sont un poids important, notamment pour l'accession sur nos territoires. On parle tout d'abord de la construction neuve. Et là, on va seulement travailler sur la construction neuve individuelle à partir de la base de données Citadel. Donc, on a du détail sur une ligne, un permis. Donc, forcément, on ne peut travailler que sur l'individuel pur, à savoir une ligne, un permis, donc un logement, pour connaître l'occupation, en fait, la destination, comment a été déclaré ce logement au moment du permis de construire. Donc, ici, où on aura des informations à chaque fois que sur la construction neuve individuelle pure. Sur la période 2020-2021 pour avoir des données assez conséquentes sur 2 ans. Donc à l'échelle de la France, c'est 3% des maisons qui sont déclarées en résidence secondaire au moment du dépôt de permis. À l'échelle du Pays de la Loire, donc c'est 5%, et à l'échelle de la Vendée, c'est 8%. Donc on a une part quand même qui est très forte. Et vous le voyez sur la carte de gauche qui compare du coup les départements à l'échelle nationale sur la même période, avec en orange la partie résidence principale et en bleu la partie résidence secondaire. Étant donné qu'on est sur des données permis de construire, on a une partie non renseignée. Parce que les données qui sont présentes dans Citadel, c'est ce qui est renseigné par le pétitionnaire et ce qui est également saisi par les services instructeurs. Donc on n'a pas forcément l'ensemble des informations qu'on souhaiterait. Mais du coup, à l'échelle de la Vendée, donc on est quand même sur une part de 8%, vous le voyez du coup en vert foncé, et donc un impact de la résidence secondaire sur le marché de la construction qui est fort par rapport aux départements voisins.
On est également, du coup, en moyenne sur les 8 dernières années en Vendée, sur à peu près 230 maisons construites par an à destination d'une résidence secondaire. Donc, ce qui représente 7% en moyenne sur ces 8 dernières années. Donc, ce qui est conséquent, et de toute façon, vous en doutez, c'est notamment un impact fort sur les territoires littoraux, du coup, sur ce marché de la construction neuve, notamment sur les îles. Vous le voyez sur l'île de Noirmoutier et également sur l'île Dieu, parce que là on est sur d'autres données donc qu'on peut communiquer dessus. Sur l'île de Noirmoutier, donc on a près d'un logement sur 2 construit, enfin une maison individuelle sur 2 construite qui est déclarée en tant que résidence secondaire sur la période 2020-2021. Également sur l'île Dieu, on est à 39%. Donc on a vraiment un impact fort sur le marché immobilier sur ces 2 îles et également sur la partie littorale, notamment Océan Marais de Mont et Vendée Grand Littoral où là la part est également forte. Après, voilà, on ne peut pas analyser la partie collective, mais en effet, sur les Sables d'Olonne, par exemple, on a un impact moins important sur la maison individuelle, mais voilà, sur le collectif également, on ne peut pas analyser, mais on doit avoir un impact important. Ensuite, sur les ventes de logements, donc là, c'est une autre source de données qu'on utilise, DV3F. Donc on vous a déjà présenté des notes de conjoncture avec les ventes de logements à partir de la donnée DVF, demande de valeur foncière, qui enregistre l'ensemble des mutations à titre onéreux des logements existants, donc appartements et maisons. On est hors VFA, locaux d'activité ou juste dépendance. Et on y associe en fait les données foncières pour connaître en fait plus en détail les biens qui sont échangés, leurs caractéristiques et aussi leur occupation avant la vente et après la vente, grâce à ces fichiers-là. Donc vous avez le premier graphique qui représente en fait la dynamique de vente sur notre territoire, donc de 2010 à 2021, donc en année partielle parce qu'il nous manque le dernier trimestre, et également du coup la part de résidence secondaire, à savoir le logement est vendu, 1 an après, il est occupé en tant que résidence secondaire. Donc vous le voyez, en termes de volume, en fait, on est vraiment sur une moyenne à peu près de 3000 logements vendus en tant que résidence secondaire sur chaque année. Mais étant donné qu'on a une progression des ventes, notamment à partir de 2019 et jusqu'à aujourd'hui, cette part diminue. Il ne représente plus que 21% des logements achetés sur l'année 2019. Alors qu'il représentait 34% en 2011 et 2012, mais avec des volumes de vente en général qui sont moins importants, mais on reste toujours à peu près sur un volume stable de 3000 résidences secondaires vendues et utilisées en tant que résidences secondaires. Vous le voyez sur la carte, forcément ça impacte énormément la partie littorale. Donc vous avez les volumes également de logements acquis pour un usage de résidences secondaires et la part également du coup sur l'ensemble des ventes, où on voit notamment de l'île de Noirmoutier, l'île Dieu jusqu'au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on a un impact beaucoup plus fort sur le marché de l'existant, un peu plus faible, mais avec tout de même des volumes conséquents donc sur les Sables d'Olonne agglomération et Vendée Grand Littoral. Donc après ensuite la partie centre-lyonnais et également sud-est de la Vendée où c'est plus marginal. Grâce à cette donnée, donc je vous ai dit, on peut connaître l'occupant avant, enfin l'utilisation avant la vente et l'utilisation après la vente. Et c'est là où on va se rappeler aussi des caractéristiques des résidences secondaires par rapport aux résidences principales. Et du coup, est-ce que ces résidences secondaires-là qui vont revenir sur le marché, notamment avec cette part de propriétaires âgés qui est forte, vont pouvoir être mobilisées par les résidents locaux ou pas? Est-ce qu'elles correspondent déjà aux caractéristiques, aux besoins de ces locaux, ou est-ce qu'elles vont rester résidences secondaires? À l'échelle du coup de l'année 2019, pour par exemple 100 maisons vendues, vous avez tout d'abord l'occupation du vendeur en haut, résidence secondaire ou résidence principale, et ensuite l'occupation des acheteurs en dessous, avec la différence appartement et maison. Et on le voit, le changement de destination, à savoir d'une résidence secondaire à une résidence principale, influe 61% des ventes
des résidences secondaires basculent en résidence principale. Donc on a un échange important entre les résidences secondaires et les résidences principales pour les maisons, alors que pour les appartements, ce changement d'usage, de destination, entre guillemets, est beaucoup plus faible. Il ne représente que 23% des appartements vendus, du fait aussi de caractéristiques vraiment spécifiques. On est plutôt sur des petites tailles, sur des résidences localisées avec vraiment des quartiers qui peuvent se vider durant la période hivernale. Et donc, pour plus de 3/4 des appartements vendus, ils vont rester des résidences secondaires. Alors que pour les maisons, voilà, on a beaucoup plus notamment de résidences secondaires qui passent vers des résidences principales plutôt que l'inverse. Et donc un peu moins de 40% qui restent du coup des résidences secondaires. On a fait le travail également au niveau de la taille des logements, et en effet, de toute façon, les petits logements restent plutôt des résidences secondaires, les T1 et les T2, alors que les grandes qui étaient occupées en tant que résidences secondaires basculent très facilement du coup en résidence principale et sont remobilisées du coup par les locaux. Ensuite, on va continuer sur la capacité d'accès à la propriété entre les résidents principaux et les résidences secondaires. Avant de vous présenter un graphique un peu plus compliqué, on va revenir sur cette notion de niveau de vie médian. Donc, on a le niveau de vie médian des résidences secondaires, des résidents principaux. On a également, là, on a fait le travail pour le prix médian de vente d'une maison qui a été donc vendue en 2021, donc à l'échelle de la Vendée, 195 000 €. Et du coup, en fait, par rapport à ce niveau de vie médian et par rapport au prix médian d'une maison vendue, on fait un calcul, donc on le divise, et on a un temps nécessaire pour acheter une maison si l'ensemble du coup des revenus étaient utilisés pour acheter ce bien-là en question, ce même bien. Et du coup, à l'échelle de la Vendée, pour les résidents secondaires, pour acheter une maison, donc il faut un peu plus de 6 ans et 4 mois, alors que pour les résidents principaux, il faut 9 ans et 2 mois. Donc on a déjà cette différence importante par rapport au niveau de vie. Si on l'applique au territoire, je ne vais pas tout détailler, mais vous avez compris du coup le fonctionnement. On a des prix de biens qui diffèrent selon les territoires, du coup avec la Vendée en rouge. Et donc les plus élevés, vous voyez notamment sur l'île de Noirmoutier, les Sables d'Olonne, on dépasse les 300 000 € en prix médian, donc la valeur à 50% d'une maison sur ces territoires-là en 2021, auquel on applique du coup les revenus médians des résidences secondaires et principaux, et donc on a une durée pour l'acquisition de ce même bien. Et donc la différence entre le orange et le bleu vient du delta entre les revenus des uns et des autres pour acquérir le même bien, et donc la tension qui va naître sur les territoires, la concurrence qu'on va pouvoir avoir entre les résidents secondaires et les résidents principaux sur le marché de l'ancien. Et on le voit du coup notamment sur les Sables d'Olonne agglomération et l'île de Noirmoutier, on a vraiment plus de 4 ans de différence entre les résidents principaux et les résidents secondaires, et 6 ans sur l'île de Noirmoutier. Alors là, on est sur les prix de vente médians en 2021, oui. Alors il manque le dernier trimestre pour les maisons. Et on est toujours du coup sur les revenus Fideli du coup 2020. Donc ce graphique-là est dans l'étude. Je vous laisserai regarder vraiment en détail les territoires qui vous intéressent, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et ensuite, on va voir une dernière partie, parce que, comme je vous l'ai dit, on a parlé notamment de la location de courte durée des logements, et il y a différents éléments de contexte au sein de l'étude qui nous ont amenés à nous poser cette question-là. À savoir, est-ce que ces résidences secondaires-là peuvent être utilisées pour faire de la location de courte durée, et en quoi elles peuvent être concurrentes à la location touristique, mais aussi à la location à l'année. Premier élément de contexte, on a 22% des résidences secondaires dont les propriétaires habitent également en Vendée. À l'échelle de l'ensemble des résidences secondaires, c'est 9% des propriétaires qui habitent sur le même territoire, à savoir la même commune ou une autre commune de l'OPCI. Donc déjà, il y a cette question de proximité de sa résidence principale et sa résidence secondaire qui peut poser question. On peut l'avoir le temps d'une succession ou autre, mais vraiment, quelle occupation de ce logement sur le même territoire. Donc vous avez pour chaque territoire à gauche
la classification en termes de volume. Donc on a le plus gros volume sur les communes des Sables-d'Olonne agglomération et du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour les propriétaires de résidences secondaires qui habitent sur le même territoire, et la représentativité par rapport à l'ensemble des résidences secondaires du territoire. Donc par exemple sur les Sables-d'Olonne agglomération, on est à près de 1400 résidences secondaires dont le propriétaire habite également sur l'agglomération des Sables-d'Olonne, mais ça ne représente que 10% des résidences secondaires du territoire. A l'inverse, vous voyez, plus on descend, par exemple on arrive sur la partie bocage, plus forcément on a des volumes faibles en termes de résidences secondaires, on l'a vu, mais des représentativités qui sont beaucoup plus fortes. Notamment, vous le voyez, sur le Pays des Herbiers, c'est 43% des détenteurs de résidences secondaires qui habitent sur le Pays des Herbiers. Également, idem pour le Terre de Montaigu et également sur La Roche-sur-Yon agglomération. Donc, ça, c'est un premier élément de contexte qui nous a demandé quel usage de ces résidences secondaires-là. On a bien compris que sur les herbiers, les résidences secondaires détenues par les résidents des herbiers ne sont certainement pas mis en résidence secondaire, ce qui amène forcément des tensions sur le territoire. Mais après, vous avez aussi la notion de volume, également représentativité et volume. Ensuite, d'après les données du recensement de la population, on a aussi, du coup, je vous ai indiqué une évolution de 0,9% en moyenne par an sur la période 2013-2019. Et elle est plus marquée, alors du fait qu'on a des volumes plus faibles, mais elle est quand même plus marquée sur certains territoires, notamment sur Vieux et Boulogne. On a une augmentation de 8% en moyenne par an du nombre de résidences secondaires, de 5% pour le Pays de Mortagne et le Pays des Herbiers, et également 5% pour La Roche-sur-Yon agglomération. Donc on est aussi sur une augmentation sur la période récente du nombre de résidences secondaires sur ces territoires-là, qui a priori, on serait plus sur une augmentation plutôt sur la partie littorale. Et dans le même temps, les données Fideli nous permettent de comparer, de connaître l'ancienneté en fait de propriété de l'ensemble des résidences secondaires. Donc à l'échelle de l'ensemble des résidences secondaires, les propriétaires récents, du coup depuis moins de 5 ans, représentent 30% de ces résidences secondaires. Si on s'attache qu'aux seuls propriétaires habitant sur le même territoire, on est à près de 10 points en plus, donc 39%. Parce que, on était sur cette analyse. Airbnb, la location de courte durée, de manière générale, c'est aussi un phénomène plutôt récent. On regarde la dynamique d'évolution des résidences secondaires et aussi, du coup, la propriété récente sur certains territoires. Et donc, en effet, notamment sur la partie bocage aussi, et Vieille-Boulogne, et sur l'ensemble des territoires, on a une part de propriétaires récents qui est plus forte pour ceux qui habitent sur le même territoire que pour l'ensemble des résidences secondaires. Ce sont les administrés des territoires qui créent la tension sur le territoire. Ensuite, suite à ces éléments de contexte-là, on a travaillé avec Vendée Expansion, donc, qui dispose des données Livengo, donc qui recense en fait les locations de courte durée, que ce soit Airbnb, Abritel, différentes plateformes. On a travaillé que sur l'offre de location de courte durée, à savoir appartement ou maison. On enlève les mobil-homes, les maisons dans les arbres, toutes ces choses un peu insolites qui ne pourraient pas forcément faire l'objet d'une location à l'année. Et on a pour l'année 2021 donc près de 14 000 annonces actives en location de courte durée sur notre département. Pour 95% d'entre eux, ce sont des logements entiers, donc on loue totalement une maison ou totalement un appartement, pas juste une chambre, et ce qui représente en fait 3% du parc de logements privés, donc hors HLM. Vous avez ici la carte qui représente du coup les volumes par territoire et également cette représentativité-là. Les volumes donc, sont les plus importants sur les Sables-d'Olonne agglomération. On a près de 2800 annonces actives en 2021 sur ce territoire-là, suivi par le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Océan-Marais-de-Mont. Et on a aussi du coup sur les îles Océan-Marais-de-Mont et les Sables-d'Olonne agglomération une part par rapport au parc privé qui est plus forte que sur les autres territoires. On a souhaité le comparer également aux données du parc locatif privé en termes de volumétrie et en termes de représentativité. Donc c'est 3% du parc de logement privé, mais c'est 22% ces annonces actives
du parc locatif privé, donc ce qui pourrait, entre guillemets, rentrer en concurrence. Et on le voit notamment sur les îles, l'île de Noirmoutier ou l'île Dieu, on a plus d'annonces actives de location en courte durée que de logements locatifs privés d'après le recensement de l'INSEE. D'où, entre la forte tension sur les prix de l'immobilier sur ces territoires-là et les difficultés également de se loger à l'année, voilà, des questions vraiment à travailler sur ces territoires-là. Mais voilà, on n'est également pas en reste tout de même sur Océan Marais-de-Mont, où on a quand même une part d'offres de location de courte durée qui atteint presque celle de l'offre de logements locatifs privés. Et également, par contre, sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et les Sables-d'Olonne agglomération, même si on a un volume d'offres, d'annonces actives sur ces territoires importantes, on a un parc de logements locatifs privés qui est quand même plus fort, mais n'empêche que voilà, ça représente une part vraiment importante. Par contre, voilà, c'est vrai qu'on a travaillé aussi beaucoup dans le cadre de nos suivis de PLH sur la partie bocage. Et quand on compare du coup les volumes d'annonces actives sur ces territoires-là par rapport à l'offre locative privée selon le recensement de l'INSEE, on est quand même sur des dynamiques différentes de celles du littoral. Ensuite, on peut aussi, grâce à ces données-là, différencier deux types de loueurs. Ceux qui vont faire des revenus ponctuels, mettre juste de temps en temps leur logement en location, et ceux qui, en fait, le logement va être dédié à cette activité-là, vraiment pour une question de rentabilité financière. Sur les données Livengo, on peut différencier la part de l'offre qui est disponible à la location plus de 120 jours par an. Du coup, on suppose que ce logement est vraiment destiné à faire que de la location de courte durée, et ce, de moins de 120 jours par an. Et de manière générale, à l'échelle de la Vendée, donc on a 70% de l'offre en 2021 qui était disponible plus de 120 jours par an, donc à peu près 9000 logements, dont l'activité est vraiment de la location de courte durée. Et donc, vous voyez également les volumes que ça représente sur les territoires, entre ceux disponibles moins de 120 jours par an et ceux disponibles plus de 120 jours par an, où en effet, également, sur les îles et le littoral, on est aussi sur des volumes forts, mais sur la partie bocage, pays de Pouzauges, pays de la Châtaigneraie, on est sur une part aussi qui est beaucoup plus forte, même si on est sur des volumes petits. Les annonces qui sont faites sur ces territoires-là, généralement, ce sont des logements qui vont être utilisés que pour faire de la location de courte durée. Ça confirme bien que les résidences secondaires sont déclarées fiscalement en résidence secondaire, mais certainement utilisées sur du logement en réalité, et notamment dans le cas du Covid, affecté à plus de 120 jours par an. Du coup, voilà, vous avez pu retrouver l'ensemble des éléments en fait, que je vous ai présentés dans l'étude. Au dos de l'étude, vous avez également un rappel fait par nos juristes, rédigé par nos juristes sur en fait, ce qu'il faut savoir, les éléments nécessaires pour mettre en location de courte durée sa résidence secondaire ou principale, donc un point juridique qui a été réalisé. Et puis, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'étude sera bien évidemment... ouais.